Bonjour à toutes et à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue pour cette conférence qui va clore l'assemblée de la 14e assemblée d'Emmaüs et tous ensemble. Nous allons donc pouvoir démarrer. Interprétation française, vous nous entendez? Donc oui, nous avons interprétation en différentes langues, français, anglais et espagnol. C'est tout bon. Ay, perdón que les doy la espalda. ¿Sí? Bueno. No, les decíamos que le damos... Alors, comme nous vous disions, nous vous souhaitons la bienvenue pour cette clôture de la 14e Assemblée d'Emmaüs International, au cours de laquelle nous avons travaillé d'arrache-pied toute la semaine. Nous aimerions aussi remercier la maire de Montevideo pour sa présence, mais également aux représentants de l'ambassade de France, aux représentants de la Chambre du Sénat, des députés, représentants Epicénété, aux organisations sociales qui nous ont accompagnés au cours de ces journées, mais également aux maires, aux familles et aux directeurs et aux fonctionnaires des centres qui ont reçu les différents groupes jusqu'à aujourd'hui. Nous souhaitons aussi remercier les amis et les collaborateurs d'Emmaüs en Uruguay. Et nous aimerions tout particulièrement nous adresser donc aux personnes qui sont à nos côtés, donc prendre José Mujica, au rapporteur spécial des Nations Unies sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme qui sera avec nous à distance, Olivier Le Shooter. Nous serons aussi accompagnés par Patrick Attou, le président d'Emmaüs International, Nathalie Permarson, déléguée générale d'Emmaüs International, ainsi que Gerardo Caetano, journaliste, et Caroline Cos, comme je vous le disais. Nous allons maintenant lui donner la parole à Caroline Cosset pour démarrer, car elle va devoir nous quitter très bientôt. Donc, Carolina Cosset. A priori, un petit souci d'interprétation en portugais. Pour le français, apparemment, tout est bon. Brevemente, para el Uruguay. Bonsoir. Alors j'aimerais vous dire tout simplement que pour l'Uruguay et pour Montevideo, c'est vraiment un honneur et un bonheur que vous ayez décidé d'organiser votre assemblée, votre réunion ici. Representan de alguna manera Parce que vous représentez l'âme et vivante qui bat pour la justice, pour l'égalité, pour une vie meilleure. Montevideo a d'ailleurs une tradition en la matière de nombreuses années, 30 années de lutte et de chemin vers l'égalité. Et l'égalité est, je dirais, le pilier le plus important, pour ne pas dire le moteur le plus important de nos démocraties. Aussi lutter en faveur de l'égalité, de la justice, mais aussi pour l'égalité des chances. Et ce, partout, pour que personne ne soit relégué ni laissé pour compte, est une tâche indispensable à mon sens. Aussi, au nom de tous les habitants de Montevideo, j'aimerais vous faire part très sincèrement de vous souhaiter une bienvenue ici. Je ne vais pas m'attarder sur ce que nous pouvons vous proposer ici, parce que vous pourrez trouver tout ça sur Internet, mais je souhaite vraiment en profiter pour vous remercier donc pour votre présence. Je dis bien par chance de vous avoir ici, de pouvoir voir vos visages, de vous souhaiter la bienvenue et de pouvoir réfléchir les uns et les autres en personne, chose qu'on ne peut absolument pas remplacer, et avec tant de personnes et d'orateurs brillants. Aussi, je vous souhaite ce qui sera vraiment la conséquence naturelle de votre travail. Je vous souhaite le meilleur et vous pouvez compter sur Montevideo pour cette lutte pour la justice et l'égalité. Merci à vous. Bien, gracias. Merci, Carolina. Nous savons que tu es très occupée aujourd'hui
aussi, nous pouvons l'applaudir pour sa présence. Alors, j'ai juste expliqué pourquoi je dois partir. Et je suis sûr que nous le comprendrons. Dans quelques minutes, Montevideo va nommer Maria Bellissi comme citoyenne distinguée en tant que femme de personnes disparues de l'Uruguay. Et pour nous, c'est vraiment un événement de premier plan. Eh bien, pendant que Caroline nous quitte, nous avons eu hier justement une table ronde à laquelle ont participé ces femmes et ces personnes proches de personnes disparues. Donc merci beaucoup. Maintenant, nous allons écouter Patrick, le président d'Emmaüs International. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un honneur pour nous d'être reçus ici, à la mairie de Montevideo, en Uruguay, dans un pays hautement symbolique pour l'existence du mouvement Emmaüs. Et nous remercions particulièrement Madame Carolina Cossi, intendante de Montevideo, pour son accueil et sa présence à nos côtés dans cette salle si belle. C'est aussi une grande fierté pour notre mouvement, et plus particulièrement pour nos presque 400 participants venant de 34 pays, d'accueillir parmi nous 3 grandes personnalités engagées dans la lutte contre la pauvreté, pour la justice, pour le droit de chacun à une vie digne. Nous les remercions chaleureusement d'avoir accepté cette invitation. À l'occasion de la tenue de notre Assemblée mondiale, qui a lieu tous les 4 ans, il était important pour notre mouvement d'entendre des personnes aussi inspirantes que vous et de partager avec nous votre analyse sur la situation, mais aussi sur ce que nous faisons, ce que nous défendons. Aujourd'hui, plus que jamais, il nous faut défendre l'idée qu'un autre monde plus juste et solidaire, respectueuse de la planète est possible. Et ce n'est pas simple, tant les crises se multiplient, les changements climatiques, les conflits et les régressions de notre démocratie se multiplient à travers le monde. Il nous faut donc nous renforcer et nous unir pour interpeller plus fort sur l'urgence à opérer des changements de fond. C'est ce que nous avons voulu faire au travers du premier rapport mondial d'Emmaüs sur ces combats contre la pauvreté. Ce rapport n'est pas un rapport d'experts, mais il est nourri par l'expérience et le travail quotidien du groupe Emmaüs partout dans le monde, auprès et avec les êtres humains les plus vulnérables ou exclus. Il propose des solutions concrètes pour lutter durablement contre la pauvreté et ses causes et montre qu'il existe des alternatives crédibles au modèle dominant qui permettent de vivre dignement ensemble. C'est une contribution de plus à la volonté de nombreux autres mouvements sociaux qui manifestent leur volonté d'agir collectivement face aux enjeux sociaux, politiques et environnementaux. Ce n'est qu'ensemble, y compris auprès des dirigeants politiques, que nous pourrons affirmer qui nous sommes et quelles paroles nous voulons porter pour le monde demain. C'est pourquoi nous avons, au sein du mouvement, la responsabilité de porter les 3 exigences de notre rapport mondial, à savoir impliquer les personnes vulnérables pour qu'elles aient une place à part entière dans la société, placer l'intérêt général au cœur des politiques publiques et enfin, construire une économie qui soit au service de l'être humain et de son environnement. Je vous remercie.
Buenas tardes. Bonjour à toutes et à tous. Antes que nada, Avant toute chose, j'aimerais remercier Emmaüs et cette invitation. Je dirais que tous, en tout cas, une bande de personnes présentes ici, nous savons ce qu'Emmaüs fait dans le monde, et bien sûr en Uruguay. Et en faveur de quelle société il a lutté, il lutte et le mouvement continue à lutter grâce à sa présence. Aussi, dans ce texte ou dans ce résumé du premier rapport mondial figurent les thèmes principaux de notre agenda mondial. Ce sont nos thématiques. Certes, ces agendas peuvent être vus clairement ou peuvent être ignorés. C'est, je dirais, le programme d'un monde meilleur, d'un monde différent et d'un monde qui concilie la liberté personnelle avec la justice sociale et l'intégration de la société dans la perspective d'une réponse à tous les problèmes que nous avons. Et nous avons là un panel dont je ne vais pas parler davantage, parce que nous avons les représentants d'autres sociétés, les représentants d'une nouvelle société, nous l'espérons, d'une société pour laquelle nous devrons lutter toujours, parce qu'il y a des tâches fondamentales qui ne se termineront jamais. C'est pourquoi, dans cet esprit, et tout en connaissant très bien les 3 exigences de ce document et de cette réflexion sur laquelle vous avez travaillé, je vais tout simplement être modérateur et nous allons pouvoir démarrer avec l'éminent José Mojica, que je ne vais pas présenter, ni ici ni ailleurs, car sa présence se suffit à elle-même. Et nous souhaiterions en savoir un peu plus sur sa réaction sur ces 3 exigences, ce qu'elles signifient par rapport à ton expérience personnelle. Chers amis, chers compagnons, toute ma jeunesse, j'ai eu l'utopie, la croyance, l'envie d'aider à créer un monde meilleur. Alors, je me suis peut-être trompé. Sur l'avenir de l'humanité. Mais quand je vois ces 3 exigences, elles me semblent essentielles. Et j'aimerais entrer un peu plus en détail. Alors, il y a une question collective, mais aussi une question individuelle. Pourquoi sommes-nous sur cette terre? Quel sens a la vie? Il y a quelques années, je me suis adressé à un homme très riche et âgé, et je lui ai dit, quand est-ce que vous arrêtez un peu? Et il m'a répondu, moi je ne peux pas m'arrêter. Et il faut toujours que je gagne plus d'argent, encore et toujours. C'est une passion pour certaines personnes. Il y a des gens qui ne peuvent jamais arrêter. Toujours en quête de plus d'argent. Et puis, en y réfléchissant, je me suis regardé. J'étais aussi âgé. Et je me suis dit, les êtres humains, est-ce qu'on a vraiment besoin de trouver une cause ou une explication à notre vie? Et donc, bon, si vous n'avez pas d'explication,
pas de problème. Le marché va s'en occuper. Et puis, toute l'année, toute ta vie même, tu vas payer les factures. Les militants et ceux qui luttent et rêvent d'un meilleur monde ont vraiment pour eux une cause consciente qui justifie ce miracle d'être en vie. Parce que la seule différence que nous avons, je dirais, avec les animaux, c'est que nous avons derrière nous toute une enveloppe biologique et à laquelle nous ont ajouté la conscience et l'intelligence. Et alors, il y a des questions qui sont sans réponse. Et donc, je reviens dans cette question. Quel sens à nos vies, si tant est qu'elles en aient un? Et au même titre que certains, donc, accumulent les richesses, parce que c'est cette volonté d'accumuler, cette fièvre. Et ils pensent qu'ils vont pouvoir transcender et aller plus loin parce qu'ils arrivent à accumuler de l'argent. Mais c'est vrai que nous aimons, pour certains, tellement la vie que nous souhaitons que quelque chose puisse aller plus loin que nous dépasser. Je sais que vous luttez pour un meilleur monde. Et alors c'est vrai qu'on a dit qu'un monde meilleur est possible. Je ne sais pas s'il est possible, mais je dirais que c'est nécessaire, que c'est indispensable. Parce que vous avez vu, nous nous dirigeons vraiment vers catastrophe écologique. Donc les 3 exigences que vous posez là sur la table, pour nous, à une époque si compliquée, si difficile, où il y a des gens qui s'ennuient de tant gagner d'argent, ou qui vont se rendre dans l'espace pour nous regarder d'en haut pendant 4 minutes. Pendant qu'une femme en Afrique va devoir marcher 4 km pour aller en quête d'eau. Aussi, j'aimerais vraiment vous remercier pour tout ce que vous avez fait, pour tout ce que vous faites. Et tout d'abord, aussi de vous préoccuper pour les gens qui souffrent le plus. Et de créer, de planter cette graine de celui qui est pauvre parce qu'il n'a pas de communauté. Et dans les faits, vous créez une communauté pour les personnes vulnérables, pour ceux qui sont laissés de côté, pour ceux qui souffrent le plus. Et cela a de la valeur bien au-delà de la valeur matérielle. Parce qu'on voit très souvent que cette solitude, elle est omniprésente, souvent dans la multitude. La pauvreté structurelle n'est pas seulement économique, c'est aussi une pauvreté à tous les niveaux. Et cette chose naturelle que nous a inspiré la biologie et de joie de vivre et d'aimer la vie par-dessus tout. Aussi, je dirais que c'est assez simple. Vous avez travaillé sur un programme qui vous transcende et je vous demande de le diffuser, qu'il devienne la propriété collective des mouvements sociaux. Et des personnes qui luttent et qui sont là, qui existent malgré tout dans notre monde. Je connais une partie du travail de votre mouvement. Et depuis des années,
dans les communautés de Cerro, de Nuevo Paris. Et je vous remercie. Y ese abate fundador que tuvo un traspié y estuvo a punto de perder la vida por acá. Et je pense à l'abbé Pierre qui a failli perdre sa vie ici et qui a tant contribué, tant apporté, No solo el reconocimiento, qui mérite non pas seulement la reconnaissance, hermosa es la causa que tienen para vivir. mais que la cause pour laquelle il lutte soit toujours plus connue et se répande. Porque hay tanta pobreza y tanta injusticia. Parce qu'il y a tant de pauvreté, tant d'injustice. Et j'espère qu'à cet égard, que vous ne vous tairez jamais. Merci. Pas évident de passer après Pepe Mujica. Mais bon, on n'a pas le choix. On va poursuivre parce qu'on a tous quelque chose à partager. Dans le texte introductif du président, l'abbé Pierre parle de la voix des personnes qui n'ont pas de voix, qui ne doivent pas laisser dormir les personnes puissantes. Et je pense que Persia nous pourrait dire beaucoup de choses à ce sujet. Comment pourrons-nous impliquer les personnes les plus vulnérables pour qu'elles puissent avoir une place à part entière dans cette société? Permettez-moi de vous saluer, cher président, pour votre sagesse. Et du plus profond de mon cœur, je suis une femme quechua, originaire du Pérou. Et quand on parle de donner la voix à ceux qui n'en ont pas, mais aussi de nous donner cette occasion de nous exprimer dans ce concert de variété, de diversité auquel nous aspirons, et de pouvoir trouver la place qui est la nôtre dans ce monde. Un monde dans lequel les diversités et les différences ne nous séparent à aucun moment, mais qu'elles soient avant tout la richesse et un dialogue de savoir, de connaissances, de lutte, mais également de recherche pour l'égalité. Dans le monde, les peuples natifs, les peuples résistants aux colonisations, nous sommes 480 millions. Et aujourd'hui, il y a probablement aussi des peuples préexistants à ces colonies qui viennent de différentes régions du monde. Et bien, nous sommes là, au cours de ces 50 dernières années, nous avons exprimé notre voix en la matière. En Amérique, nous sommes 55 millions. Si dans le monde, il y a à peu près 50% de femmes et 50% d'hommes, pouvez-vous imaginer en Amérique 25, 26 millions de femmes autochtones. Lorsque nous parlons de ceux qui n'ont pas de voix, ou des personnes vulnérables, les peuples autochtones, les peuples natifs, nous avons travaillé, œuvré à définir notre situation de vulnérabilité. Il y a des causes auxquelles personne ne souhaite toucher et des raisons qui expliquent pour lesquelles nous sommes arrivés à cette vulnérabilité dans le monde. Ceux qui sont en situation de vulnérabilité, qui sont-ils?
les peuples historiquement exclus. Aussi, si nous souhaitons un monde meilleur, parce que c'est toujours une utopie, sinon, je peux vous assurer qu'on serait mort en chemin. Mais j'y vois toujours là de l'énergie et de la résistance. Aussi, nous disons, très bien, les femmes autochtones, disons, nous sommes vulnérables. Mais nous ne souhaitons pas non plus que les États nous voient comme un objet d'aide, mais surtout comme des personnes avec des droits et qui ont la liberté de bâtir leur vie avec, et on voit au chapitre, et en pleine faculté de leurs aptitudes et de décider quand elles veulent être mères ou non. Aussi, en partant de ce premier point-là, mes chers frères et sœurs, les femmes autochtones, nous avons défini des priorités au sein de ces droits collectifs. La défense du territoire et les ressources naturelles. Parce que sans territoire, sans accès à ces ressources et sans avoir un lieu où grandir, alors nous ne pourrions pas parler de ces autres aspects. De savoir comment pouvons-nous développer notre propre économie avec nos propres capacités et avec nos propres sagesses qui sont l'héritage de nos ancêtres. Aussi, je m'adresse aux frères et aux sœurs descendants de ces peuples, je pense aux peuples charolois qui sont probablement présents ici. Nous sommes ici, nous sommes présents. Et nous, les femmes, nous souhaitons éradiquer toutes ces nouvelles alarmantes sur toutes les formes de violence dans notre territoire. Lorsque nous parlons du premier droit collectif, si une entreprise avec le droit de générer une économie nous retire l'eau douce, ou nous retire ce droit de continuer à vivre dans et de vivre de cet environnement, des plantes, de l'air, de produire des aliments sains, alors on nous retire ce droit principal d'être nous-mêmes. Mais d'un point de vue personnel, nous avons aussi en nous ces douleurs qui réveillent cette rébellion en nous. Et chacun va l'exprimer à sa manière en fonction de la stratégie choisie. Les viols commis à l'égard des enfants, des mineurs de 12, 13, 14 ans. Des filles qui doivent donner naissance au résultat de ces viols. Comment peut-il y avoir des politiques, des législateurs qui ne se rendent pas compte que cette petite fille autochtone, qu'elle soit d'un milieu rural ou d'une autre zone urbaine, a le droit d'exercer sa vie à part entière comme tout autre enfant. Et ceci, chers frères et sœurs, les femmes autochtones, nous sommes engagés et nous souhaitons éradiquer toutes les formes de violence au niveau collectif et au niveau individuel. Et le premier point est vraiment en lien avec ce que nous avons évoqué, à savoir le droit à la participation, qui est défini différemment par Emmaüs, mais c'est ce droit de parler, ce droit de dire ce que nous souhaitons et comment nous souhaitons participer dans le monde. Lorsque nous parlons des impacts du changement climatique aujourd'hui, nous recherchons des aliments sains. Et qu'est-ce qui se produit dans le monde rural avec ces personnes qui produisent ces aliments? L'agrochimie qui saccage la vie de la terre,
qui saccagent la vie des êtres humains et qui polluent les aliments. Aussi, qu'est-ce que l'on se dit si nous souhaitons changer ces situations pour plus de justice? Comment y parvenir? Comment parvenir à cet équilibre? Et ici, il avait été dit en 92 que les peuples autochtones nous étions réunis pour parler de ces découvertes, de l'évangélisation, de l'invasion, de l'idéologie, de la politisation et de la prise à partie. Disons que souvent, au lieu d'être la solution, ils nous divisent. Aussi, deuxième point d'Emmaüs, bâtir la solidarité, bâtir cette articulation et renforcer le monde. Je pense que c'est là un grand défi. Comment pouvons-nous nous orienter envers une fin et un objectif commun? Je pense que c'est là un défi pour nous toutes et nous tous, en laissant de côté le fondamentalisme et en essayant vraiment de viser ce point commun qui est le ciment de notre humanité. Et j'en reviens au troisième point, qui est en lien avec l'économie durable. Ma chère, en 92, nous avons demandé à un ancien qui avait 114 ans vers Cusco. Nous lui avons demandé, parce que nous ne comprenions pas très bien qu'est-ce que l'égalité entre les sexes. Et nous, depuis les années 80, nous parlons de plus en plus fort et nous disons que nous faisons partie de la nature, que nous faisons partie de ces êtres humains et êtres vivants qui nous entourent. Nous avons demandé à ce Cyprien, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que la relation entre vous et votre femme? Quelle est la relation que vous avez avec vos enfants? La relation qui existe entre vous et vos animaux? Et il a partagé avec nous une très belle réflexion. Il nous a dit, les choses ont de la valeur lorsqu'elles sont à leur point d'équilibre. Donc nous vivons dans un monde en déséquilibre complet. Comment pouvons-nous contribuer à nous attendre à cet équilibre? Nous avons tous des différences, mais en tant qu'êtres humains, nous sommes tout de même égaux. Il y a des différences entre donner et recevoir, entre les différentes générations, et nous devons trouver un équilibre entre les différentes générations. Le monde et la nouvelle génération ont besoin d'exemples, de propositions dignes. Pas seulement l'exemple de celui qui a la dernière voiture ou le plus bel appartement, parce que cela ne mène à rien. Nous devons nous attaquer aux causes qui ont provoqué ce déséquilibre dans le monde. Et c'est pourquoi, chère famille Emmaüs, merci de m'avoir donné l'opportunité et fait l'honneur de prendre la parole à l'occasion de cet événement. Eh bien maintenant, c'est Olivier de Schutter qui va prendre la parole, mais ce sera à distance. Ce qui nous occupe aujourd'hui, Olivier, ce que nous aimerions que tu développes, est lié à quelque chose que Pépé et Tarsila ont abordé. Comment construire une solidarité depuis les politiques publiques? Comment placer la solidarité au cœur de ces politiques? Et
nous centrer sur l'intérêt des personnes. Nous vous écoutons, vous avez la parole, Olivier. À tous et toutes, et merci de m'accueillir à Montevideo dans ce congrès du mouvement Emmaüs International pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, et cette admiration s'est trouvée encore renforcée par la lecture du premier rapport mondial sur le combat contre la pauvreté, présenté la journée de la lutte contre la misère le 17 octobre dernier, et qui est un rapport qui est tout à fait essentiel pour réorienter et stimuler l'action de lutte contre la pauvreté en mettant l'accent sur trois questions. La participation des personnes en pauvreté à l'identification des problèmes et à l'identification des solutions. Deuxièmement, la prise en compte de l'intérêt général dans les politiques publiques et troisièmement, la création d'une économie vraiment inclusive qui place au centre l'humain, les rapports aux écosystèmes, la durabilité et qui ne soit pas une économie de type extractiviste. Ces messages sont extrêmement importants. Et vous m'interrogez sur le deuxième de ces messages qui concerne l'incapacité trop souvent des gouvernements à placer l'intérêt général au cœur de leur action. Ce message est d'une grande actualité parce que partout dans le monde, nous avons des gouvernements qui sont devenus captifs d'un petit nombre d'acteurs économiques très influents qui ont réussi à s'approprier le pouvoir de l'État pour que l'État travaille dans leur intérêt. C'est pourquoi la croissance des inégalités économiques, la croissance du poids des grandes sociétés transnationales dans la mondialisation économique sont aussi un problème politique et pas seulement un problème économique. C'est parce que ces grands acteurs deviennent à ce point importants que les gouvernements n'ont plus la capacité de s'opposer à eux, n'ont plus la possibilité de légiférer dans l'intérêt général, craignent, s'ils adoptent des réglementations trop contraignantes, protégeant la santé des populations, la santé des sols, protégeant la biodiversité, craignent que ces grands acteurs vont menacer alors de quitter le territoire et de laisser sans emploi un très grand nombre de travailleurs. Et donc, ce sont des acteurs économiques qui, aujourd'hui, font concurrence au pouvoir d'État et bénéficient de la mondialisation économique parce que pour elles, pour ces entreprises, la mondialisation économique, c'est quoi? C'est le droit de faire travailler des travailleurs pour des salaires très faibles dans les pays où les syndicats sont réprimés. C'est le droit de construire des usines polluantes là où la législation environnementale est très faible ou n'est pas mise en œuvre. C'est le droit, enfin, de payer des impôts dans des paradis fiscaux, c'est-à-dire de payer des impôts très peu élevés en déclarant ses bénéfices ailleurs que là où l'on pratique l'activité économique. Et donc, pour ces entreprises, la mondialisation économique est devenue un grand terrain de jeu où elles peuvent miser les États les uns contre les autres, mettre les États en concurrence les uns avec les autres pour maximiser leurs gains et traduire ensuite en influence politique leur pouvoir économique, leur puissance économique. C'est la raison pour laquelle, dans un rapport qu'elle a publié en 2019, la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, la CNUSED, parle de l'état des rentiers. L'état des rentiers, c'est l'état qui est capturé par ses intérêts économiques, qui contrôle l'État de manière à ce que l'État adopte des législations, des politiques qui vont leur bénéficier. Par exemple, des réglementations qui protègent les droits de l'investisseur contre le droit de l'État de réglementer l'activité économique, des législations qui protègent les droits de propriété intellectuelle
même si cela aboutit à ce que les paysans ne peuvent plus avoir accès à des semences ou à ce que les populations ne puissent pas avoir accès aux médicaments, ou encore des politiques qui favorisent la financiarisation de l'économie et la spéculation dont souffrent les populations. C'est d'ailleurs ce qu'on voit encore aujourd'hui avec la hausse des prix alimentaires, qui n'est pas due à la pénurie de production, mais qui est due à la nervosité des marchés qui spéculent sur l'augmentation continue des prix des matières premières agricoles. Alors, pour lutter contre ce phénomène de captation du pouvoir d'État par les intérêts économiques, il faut, oui, c'est vrai, replacer l'intérêt général au cœur des politiques publiques. Et ceci veut dire mieux contrôler les dirigeants. Pour moi, pour nous, la démocratie n'est pas le problème, c'est la solution. Beaucoup de technocrates voudraient que l'on ignore les attentes de la population et que l'on donne le pouvoir aux experts. Nous pensons qu'au contraire, il faut que la population ait plus à dire dans la manière dont les politiques publiques sont définies. Il faudrait, de manière plus systématique, que chacun, chacune s'investisse dans la vie démocratique, pas seulement au moment des élections, mais de manière continue tout au long de la vie démocratique d'un pays. Il faudrait aussi que les objectifs que se donnent les gouvernements ne soient pas simplement la croissance de la richesse monétaire, la croissance du PIB, ce qui est pourtant l'objectif que la plupart des gouvernements poursuivent, parce qu'ils s'imaginent qu'en faisant croître le PIB, on crée de l'emploi, que l'on finance des politiques sociales, que l'on va pouvoir combattre la pauvreté, mais en réalité, cette recherche de la croissance, parfois, aboutit à détruire des emplois en raison du développement de technologies. Cela conduit à augmenter les inégalités sous prétexte de favoriser la vie des entreprises. Cela aboutit à créer l'exclusion même qu'ensuite, par des politiques sociales, l'on doit tenter de réduire. Et donc, il faut se donner d'autres objectifs que la croissance du PIB, des objectifs liés au bien-être, à la bonne vie, au buen vivir, comme on dit en Amérique latine, des objectifs liés à la réduction de la pauvreté et des inégalités. Et il faudrait que les indicateurs de progrès permettent d'appeler les gouvernements à rendre des comptes pour qu'ils soient jugés non pas sur la croissance de la richesse, qui ne bénéficie pas aux personnes en pauvreté dans des sociétés fortement inégalitaires, mais qu'ils soient jugés sur leur performance en matière sociale et environnementale, sur leur capacité à réduire la pauvreté et à réduire les inégalités, sur leur capacité à garantir la cohésion sociale. C'est avec ce message que je voudrais répondre à votre question et je vous remercie une fois de plus. Je remercie le président Patrick Atoun et Nathalie Per-Marzano de m'avoir invité à contribuer à ce congrès d'Emmaüs International. Merci beaucoup. Esta primera ronda. Cette première table ronde et présentation de la part de nos intervenants très distingués nous a permis de mettre l'accent sur nos priorités qui sont très claires. Et c'est ce sur quoi nous sommes en train de travailler. Et tout cela nous montre quels sont les défis à relever. Pépé nous parlait du sens de la vie. C'est un débat que nous avons tous en nous-mêmes, mais ce n'est pas une question que l'on peut résoudre. C'est plutôt en construisant avec les autres qu'on peut répondre à cette question. Et je vois qu'en face de moi, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec ce que l'on voit. La condition inhérente à la liberté individuelle, c'est que nous reconnaissions qui a construit des sociétés
où il y a des pauvres et des riches, et des personnes talentueuses et d'autres personnes qui n'ont pas de talent. Et pourquoi est-ce que le marché est tel qu'il est? Emmaüs n'a jamais défendu cette vision-là. Emmaüs n'a jamais défendu une vision, un point de vue centré sur l'État. Emmaüs a toujours revendiqué le rôle de la société civile, ainsi qu'une perspective de construction solidaire. C'est pourquoi, pour construire la solidarité, il faut comprendre la diversité. Et les faits sont flagrants. Et ce, même si nous parlons tous des langues différentes. L'Amérique latine a été le continent de la diversité linguistique. Et pourtant, année après année, en Amérique latine, les langues, dans toute leur diversité, sont en agonie. Des façons de voir le monde, les couleurs, les façons de s'exprimer, de transformer les mots en concepts, tout cela est en train de disparaître. Et c'est dans ce contexte, et dans aucun contexte jamais vu dans notre histoire, on ne peut résoudre l'inégalité au masculin. Pour résoudre ces problèmes d'inégalité, il faut de la diversité, il faut que nous soutenions et appuyions cette diversité. Il ne s'agit pas d'une cerise sur le gâteau. Nous devons revendiquer nos terres, nos territoires. Nous devons revendiquer la mère terre. Cela nous amène à la vision d'Olivier. Ce n'est pas par hasard qu'il nous partage ses réflexions d'un point de vue mondial. Il nous parle de questions tout à fait courantes, qui nous concernent tous. Aujourd'hui, lorsque l'on parle d'égalité, nous devons parler de propriété intellectuelle. Nous devons parler de cette propriété intellectuelle. Les brevets dans le monde entier, nous l'avons vu. Les vaccins, par exemple, c'est là que se concentre le pouvoir principalement dans le monde et c'est là que nous devons agir et défendre les plus vulnérables. Nous devons incorporer ces débats internationaux et mondiaux sur ce que signifie le commerce équitable, la coopération efficace. Qu'est-ce qu'un programme international ? Nous avons vu et nous avons rassemblé différentes idées, différentes contributions qui ont tout un point commun. Et toutes se dirigent vers ce travail d'Emmaüs. Il y a un autre lien très fort entre tous les participants et avec Emmaüs. Il y a des pratiques, des actions. Il n'y a pas que des idées. Il y a des personnes qui traduisent ces idées en actions et qui concrètement agissent sur le terrain. Il s'agit de personnes qui vivent ou devraient vivre en défendant ces idées, en agissant, car ce sont des idées fondamentales. Nous allons maintenant faire un deuxième tour de table avant d'ouvrir la parole au public. Mais avant de passer à cette deuxième partie, je souhaite que nous réfléchissions tous à ce rôle fondamental et central des organisations sociales, des mouvements sociaux, de la société civile. Nous en avons la preuve. Ces mouvements, la preuve en est avec Emmaüs, ont des réseaux très solides, très forts, très diffusés. Donc, quel est le rôle national, international, mondial de la société civile dans cette lutte sans fin pour construire de meilleures sociétés ? Pépé. Chers compagnons, je pense que la politique
est désastreuse, mais la politique est essentielle et nous devons y réfléchir et aller au-delà des partis politiques et des définitions. Nous devons lutter pour une répartition le plus juste possible des ressources dans la société, parce que les êtres humains, nous sommes des animaux grégaires. Nous ne pouvons pas vivre seuls, en solitaire, comme les pumas. La nature même, avant que nous existions pendant des milliers d'années, ont forcé les êtres humains à se déplacer en groupe à tous les endroits. Nous avons besoin des autres pour vivre. Et bien au-delà de la peine de mort, ce qu'il y avait de plus violent depuis la nuit des temps, c'était de se faire chasser de son groupe, de sa communauté, de sa famille qui est là pour nous protéger, nous épauler. C'est le rejet qui est le pire. Et pendant des milliers d'années, l'être humain a vécu ainsi, en ayant besoin de la société, de la communauté pour vivre. C'est la nature qui nous a fait comme ça. Et tout naturellement, les personnes, les individus sont différents et ont des différends. Mais nous devons faire en sorte la société fait en sorte de maintenir la société, une société un minimum cohérente, et nous devons nous y plier. J'ai beaucoup d'amis. Mais si mon cœur ne va pas bien, j'ai besoin d'un cardiologue. Pas d'amis. Qui me donne ça? Est-ce que c'est la société qui me donne ça? Et puis, si ma voiture ne fonctionne pas, j'ai besoin d'un mécanicien. C'est la société qui me la donne. Nous sommes tous dépendants les uns des autres. Nous dépendons de tout le monde. En cas de conflit, les conflits, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Il faut quelqu'un qui limite les dégâts des conflits et c'est le rôle même des politiciens. Les politiciens et la politique doivent garantir la protection de la vie des êtres humains. C'est pourquoi c'est très important de nous centrer sur comment nous gérons ces politiques et comment nous les développons. Les êtres humains ont inventé la République. Les républiques modernes. Et on a inventé la noblesse, le sang bleu, les aristocrates, les différences de caste même. Et nous rédigeons nos petits papiers. Et pourtant, nous avons beau dire que nous sommes tous égaux devant la loi, nous créons des moyens qui nous divisent en réalité. Et nous savons parfaitement que ces petits papiers, c'est très bien, mais d'un point de vue pratique, la différence s'observe sur le terrain et elle est réelle. On voit bien que ceux qui ont beaucoup de richesses n'ont pas les mêmes difficultés dans la vie. Par conséquent, la politique, il faut la transmettre. La responsabilité politique ne doit pas tomber entre les mains de personnes qui ont des objectifs égoïstes et qui souhaitent vivre dans la richesse, dans le confort et qui souhaitent accumuler davantage de richesses encore. La façon de vivre et la façon de penser doit être entre les mains de la société. On ne peut pas agir politiquement comme si on était des aristocrates parce que si on agit comme ça, on finit par penser comme ces personnes. C'est-à-dire
Il faut que nous soyons conscients du cheminement des idées, mais nous devons également être conscients de l'importance des actions et de l'engagement. Les idées ne suffisent pas. Pourquoi? Parce que la démocratie est envenimée. En Amérique latine, on dit que 27-28% des latino-américains ne sont pas d'accord avec les gouvernements autoritaires. Mais ça, c'est parce que la démocratie perd tout son prestige, parce que la politique est gérée par des personnes qui vivent d'une façon terriblement égoïste. Et ce sont des personnes qui se fichent de comment vit le peuple. La politique, ce n'est pas un moyen de s'enrichir et d'amasser des fortunes. Ceux qui veulent s'enrichir, qu'ils fassent du commerce et des industries et qu'ils payent des impôts. Mais la politique, c'est une construction, c'est pour la société. Faire de la politique, c'est œuvrer pour la société. Ce n'est pas pour s'enrichir. Mes chers compagnons d'Emmaüs, ça c'est fondamental dans tous les endroits du monde entier. Trop souvent, les peuples et les plus pauvres sont ceux qui se sentent bafoués. Et pas seulement d'un point de vue économique. Ils se sentent blessés, offensés. Et ça, c'est une douleur bien plus profonde. On n'a pas inventé les républiques modernes et la démocratie pour faire vivre des sociétés où la noblesse a le pouvoir comme dans le passé. On a fait des révolutions dans toutes ces sociétés. On avait des utopies en tête. Et au final, on se retrouve dans des sociétés pareilles. On se retrouve au point de départ. Il faut une société qui offre des opportunités à tous et à toutes, quel que soit leur point de départ. Il faut de réelles égalités entre tous les citoyens. Et nous nous trouvons dans un monde qui est de plus en plus riche, mais qui a de plus en plus de défis matériaux. Avec les avancées scientifiques, certes, mais avec des inégalités croissantes qui grandissent à vue d'œil. Et si nous voulons appuyer la démocratie, nous devons nous inquiéter et nous préoccuper des personnes que nous élisons. Il ne faut pas être objectif et neutre. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être aveugle face à la douleur et aux angoisses de tant de personnes. Et ça, c'est la responsabilité des politiciens. Bueno, y luego de la Mauta. Eh bien, nous allons maintenant passer à l'intervenante suivante. Alors, en France, il est très tard aujourd'hui, donc peut-être que nous allons d'abord donner la parole à Olivier, puis à Tarsila. Donc Olivier, parce qu'il est très très tard en France, nous allons vous donner la parole d'abord, et ensuite nous passerons à Tarsila. Merci beaucoup, c'est très généreux. Muchas gracias por darme la palabra ahora. Je voudrais peut-être souligner un point qui m'a frappé tout de même dans les interventions auxquelles j'ai eu le plaisir de pouvoir assister, et notamment l'introduction qui nous a été donnée tout à l'heure par le président d'Emmaüs International, Patrick Autoun. Ce point concerne la participation des personnes en pauvreté à l'identification des solutions qui les concernent. Je crois que c'est extrêmement important de valoriser davantage les compétences de ces personnes, les talents de ces personnes, mais aussi et surtout
l'expérience qui vient de la pauvreté qu'elles vivent, qu'elles traversent, qu'elles éprouvent. Dans beaucoup de politiques de lutte contre la pauvreté, les solutions viennent non pas des personnes en pauvreté elles-mêmes, mais des experts, des techniciens qui appliquent des solutions à partir de quelques modèles théoriques sur la manière de combattre la pauvreté. Et on traite, si vous voulez, les personnes devant être soutenues comme des objets, en quelque sorte, auxquels on applique des incitants, auxquels on pense qu'elles devront répondre. Et on ne s'interroge pas vraiment sur les motivations de ces personnes, sur leur perception de la réalité quotidienne qu'elles affrontent. Elles sont au mieux traitées comme des bénéficiaires passifs de politiques qui sont censées les aider. Au pire, elles sont tout simplement considérées comme non pertinentes pour ces politiques et pour la manière dont on doit les envisager. Dans mon travail de rapporteur spécial des Nations Unies sur l'extrême pauvreté et les droits humains, je suis frappé de voir combien c'est seulement en partant de l'expérience de ces personnes qu'on peut identifier véritablement les problèmes qu'elles affrontent et qu'on peut vraiment trouver des solutions qui ont des chances de marcher. Je prends un exemple. Je viens de faire un rapport sur ce qu'on appelle le non-recours au droit, un phénomène tout à fait frappant qui est que pour beaucoup d'allocations sociales, de droits sociaux, allocations de chômage, allocations familiales, pensions de vieillesse, etc., les personnes qui devraient bénéficier de ces droits ne les réclament pas, ne les exigent pas. Elles sont mal informées, elles ont d'autres priorités, elles ont parfois peur des contacts avec les services sociaux, elles ont été victimes par le passé de discrimination, de mépris, de violences institutionnelles. Elles craignent par conséquent de réclamer leurs droits parce qu'elles ne veulent pas revivre une expérience traumatisante, ou bien encore, et ça s'est accentué avec la crise du Covid-19, elles ne peuvent demander le bénéfice de certains droits qu'en remplissant des formulaires en ligne, et elles n'ont pas accès à Internet, elles ne peuvent par conséquent pas exercer les droits qui leur sont reconnus en principe. Alors, c'est seulement en écoutant ces personnes, en comprenant pourquoi elles ne revendiquent pas le bénéfice de telle allocation familiale ou de telle allocation de chômage, que l'on peut comprendre ce qui ne va pas dans la manière dont on a mis sur pied ces systèmes de protection sociale et dont on a organisé les services sociaux, des services sociaux qui de plus en plus se vivent d'ailleurs comme devant empêcher les gens de frauder le système, d'abuser du système, plutôt que comme devant aider les personnes en pauvreté, ce dont les travailleurs et travailleuses sociaux souffrent d'ailleurs. Ils voudraient pouvoir aider sans devoir contrôler, comme le feraient des policiers zélés. Et donc c'est un exemple parmi beaucoup d'autres de l'importance, à mes yeux tout à fait cruciale, de mettre sur pied des mécanismes participatifs pour que plus jamais l'on ne développe des politiques de réduction de la pauvreté qui ne placent pas la personne en pauvreté au cœur des réponses que l'on cherche, ce qui est aussi une manière de restituer à ces personnes le statut d'acteur plutôt que simplement d'objet passif recevant de l'aide, ce qui, au fond, est non seulement une occasion manquée, une perte d'efficacité dans nos réponses à la pauvreté, mais qui est aussi une manière de ne pas valoriser l'expérience de ces personnes. Voilà, je voulais terminer par ce point parce qu'il me semble tout à fait important de ne pas voir, si vous voulez, la pauvreté comme un problème technique que des technocrates devraient résoudre, ni un problème qui suppose simplement que l'on mette plus d'argent dans les politiques sociales, même s'il faut effectivement financer celles-ci. C'est aussi un problème de démocratie, de participation, d'écoute, d'inclusion et de respect. Je vous remercie.
Bien, Tarsila, la misma provocación. Tarsila, on t'écoute. Le Mahmoud a parlé de pouvoir et de politique. Et je dirais qu'on peut y ajouter la responsabilité qu'ont les États quand ils sont au pouvoir en représentant de leurs citoyens, du peuple. Aussi, je me demande la chose suivante. Pourquoi le pouvoir fait-il perdre la tête? Et pourquoi nous fait-il perdre le chemin que nous nous sommes fixés? Parce que la déception dans cet État démocratique est le résultat d'un mauvais exercice du pouvoir que nous avons donné aux gouvernants. Et quels exemples reçoivent aujourd'hui les nouvelles générations lorsque nous parlons de politique et de pouvoir? Je crois qu'il y a là vraiment un vrai problème. L'autre question qui est, à mon sens, aussi importante, et elle est en lien avec la formation de la sensibilisation que devrait pouvoir avoir tout citoyen, toute citoyenne dans cette diversité, à savoir l'éducation. Parce que nous avons des pays dans lesquels l'éducation publique n'est pas de qualité suffisante pour pouvoir former des personnes pour exercer leurs droits. Et n'allez pas croire que l'État, c'est Dieu qui vient sur terre pour nous offrir quelque chose. Je crois que le contenu éducatif dans nos pays, dans nos États, doit mettre en œuvre un changement pour former de nouveaux citoyens, mais avec le droit de participer à l'espoir de ce peuple. Et donc, cet espoir provient de cette participation politique. Et une fois que nous sommes arrivés au pouvoir, nous ne devons jamais oublier que nous ne sommes pas seuls et qu'il faut regarder autour de nous et derrière aussi. Parce que, vous savez, les États se sont engagés il y a 50 ans de veiller à l'environnement. On y était allé à Stockholm en juin 1950, en Suède. Donc, on s'était engagé, ils s'étaient engagés à veiller à l'environnement. Et chaque fois que nous assistons à des réunions sur le changement climatique, nous sommes de plus en plus marqués, impactés par la manière dont nous tuons les uns les autres. Quand nous voyons les engagements des États avec l'agenda 2030, à savoir l'éradication de la pauvreté extrême. Alors les autochtones, nous, on se dit, bon, pourquoi on fait partie dans nos pays des statistiques de la pauvreté extrême? Et après, nous voyons aussi ces programmes d'atténuation de la pauvreté, et ce sont des dons en fait pour générer de la dépendance. Cette politique faussée, à mon sens, de voir à l'autre personne comme inutile et comme un objet pour recevoir ou bénéficier de la charité, je pense qu'il faut changer vraiment cet état d'esprit. On va y parvenir via l'éducation et la formation. Et c'est pourquoi il est si important vraiment de mettre en avant les bons exemples. Parce que les bons exemples ne font pas défaut, hein.
Et avec ces nouvelles technologies de communication, elles devraient être utilisées pour bâtir, et on voit souvent qu'elles détruisent plus qu'elles ne construisent. Aussi, comment commencer? Par où commencer? Pour cette nouvelle génération, il nous faut prêter attention à la cohésion sociale pour acquérir ce pouvoir, mais pour exercer ce pouvoir de manière équilibrée, de manière juste, et pas comme c'est le cas à l'heure actuelle. L'agenda 2030 des États dit nous nous engageons à tout ce qui est en lien avec le soin, l'attention à l'environnement, éliminer la pauvreté extrême. Toutefois, la politique économique de nos pays, c'est une politique de prédation, et d'ailleurs il y a là un point terrible, parce que c'est la plus illégale et la plus corrompue, avec des gens qui sont au pouvoir et qui sont l'objet d'un niveau de corruption extrêmement élevé. Donc comment changer la situation? Ou regarder avec qui elle nous associer. N'arrêtons pas de rêver à quelque chose de différent. C'est pourquoi nous nous engageons au niveau local jusqu'au niveau international. Des défenseurs et défenseuses des droits collectifs comme les défenseurs de la nature. Nombre d'entre eux disparaissent, meurent, sont criminalisés. Et on en parle un jour ou deux et après on les oublie. Mais pourquoi? Les autochtones, on dit nous sommes pauvres. Mais pourquoi sommes-nous si pauvres? Toutefois, mon peuple qui est à 3700 mètres, tout en haut, dans nos montagnes, on a découvert qu'il y avait de l'or dans le cœur de ces montagnes. Et alors, on va aller où, nous? Parce que on produit nos propres aliments. Et là, on pommes de terre, 4000 types de pommes de terre au Pérou. On va aller où? On veut continuer à produire ces aliments. On veut continuer à pouvoir avoir accès à cette eau douce. Et de pouvoir aussi offrir cette diversité de pommes de terre et de maïs au monde. Mais si on nous retire l'eau douce au nom de l'intérêt économique, parce qu'il y a de l'or ou d'autres métaux précieux, on va aller où? Aussi, les autochtones, nous sommes arrivés à la conclusion que si vraiment ils veulent nos terres, et s'ils nous expulsent, alors on n'est pas si pauvres. Nous sommes en situation de pauvreté pour d'autres raisons qui sont indépendantes de notre volonté. Aussi, je reviens à la question suivante. Qu'est-ce que cela veut dire, la politique? Et qu'est-ce que cela veut dire, exercer le pouvoir dans le cadre d'une société qui recherche l'équilibre et qu'on arrête de parler d'inégalité et de personnes qui sont laissées pour compte ou à qui on nie leurs droits les plus fondamentaux. Pour terminer, je veux dire que je suis allé à l'école, ma communauté, et pendant 2 ans, j'allais à l'école et c'était en espagnol, puis moi je comprenais pas parce que je parlais pas l'espagnol. J'ai dû partir de la communauté pour apprendre l'espagnol et ensuite revenir à l'école ou être originaire des Andes, être quechua, être différente était la pire des choses qui existent. Et nous avons œuvré pour que tout cela change et pour que nos différences ne soient pas un motif de honte, mais qu'elles nous permettent vraiment de pouvoir tirer parti du meilleur des différentes cultures grâce à un dialogue interculturel dans l'exercice de nos relations humaines,
nos relations avec la nature et dans l'exercice du pouvoir et dans la participation politique aussi. Mahouda, j'aimerais que vous me disiez comment on fait d'un point de vue donc politique pour changer cette mauvaise manière d'exercer le pouvoir. Bien, aquí. Eh bien, c'est là que s'achève ce tour de table. Et comme toutes les bonnes choses, cela va continuer dans vos esprits. Nous disons souvent, l'Uruguay, grâce à Dieu, est le pays le plus laïque du monde. Cependant, et ce n'est pas une coïncidence, ce pays a beaucoup de valeurs qui s'alignent sur celles d'Emmaüs. Et cela a une explication des origines bien claires et laisse des marques. Pépé le rappelle souvent, dans ce pays et dans cette partie du continent, il y a une expression qui est encore d'actualité. Naides est plus que Naides. C'est une expression très exigeante. Cela signifie qu'en Uruguay, tout le monde est égal. Et nous devons beaucoup lutter pour faire en sorte que ce proverbe soit d'actualité et encore réel. Malheureusement, ce n'est que dans ce pays que cette idéologie a survécu. Et j'espère qu'après toutes ces journées de travail et de débat, vous avez pu sentir que l'Uruguay est toujours très accueillant avec les personnes qui y viennent. Et j'espère que nous avons su être à la hauteur de notre réputation de bons hôtes. Et j'espère que vous avez été bien accueillis, mais je suis convaincue que Emmaüs Uruguay a été à la hauteur de cette tâche. Merci beaucoup à toutes et à tous. Maintenant, Patrick et Nathalie vont nous remettre quelque chose qui a un très beau nom dans Emmaüs. Il s'agit des résistances. Je rends donc la parole et le micro à Patrick et à Nathalie. Merci beaucoup. C'est pas simple de prendre la parole après toutes ces interventions. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir échanger avec nous et d'avoir pris le temps de regarder un peu nos travaux et ce que nous essayons de porter comme voix, des sans-voix, comme disait notre fondateur, l'abbé Pierre. Et je voulais vous remercier parce que dans vos propos, je trouve que vous nous donnez envie de mettre notre passion à accueillir les plus vulnérables, notre passion à vivre de notre travail, notamment de recyclage, et notre passion à construire des solidarités, et de mettre cette passion aussi dans la politique. Et je crois que c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire en construisant ce rapport. Le mot est peut-être un peu trompeur parce qu'il peut faire penser justement à ces rapports d'experts dont parlait Olivier de Scuter. Et en fait, c'est pas du tout notre démarche. Et en tout cas, voilà, merci beaucoup parce que c'est le sens de ce rapport que chacun, dans ce mouvement et dans d'autres mouvements, puisse se l'approprier et le porter et que quelque part, finalement, on sorte d'un certain, parfois, torpeur, mais aussi parfois une forme d'humilité qui fait qu'on se sent toujours petit et pas très équipé pour aller interpeller des décideurs, parce que c'est vrai que souvent ces décideurs sont entourés d'un panel d'experts qui
nous impressionnent par leurs analyses et leur vocabulaire toujours plus compliqué. Donc voilà, je trouve que déjà vos interventions, elles nous donnent cette envie de passion pour mettre ça dans la politique. Et je ferai le lien avec aussi Tarsila, ce que vous nous dites sur cet enjeu de l'éducation, qui est aussi une des revendications fortes de notre rapport, parce qu'effectivement, on ne peut pas juste être passionné, il faut aussi avoir la possibilité de s'exprimer, mais de comprendre aussi ce sur quoi on veut s'exprimer, être sujet de droit. Vous parlez de l'éducation pour devenir sujet de droit, et je crois que c'est quelque chose qui tient beaucoup à notre mouvement. Et on vient de voter d'ailleurs dans notre Assemblée mondiale une motion pour amplifier nos processus de formation pour ce qu'on appelle depuis longtemps dans ce mouvement l'éveil des consciences. Voilà, donc merci beaucoup pour tous ces apports qui, je pense, vont nous permettre de partir motivés d'Uruguay, où on a passé effectivement des jours formidables d'échange et de travail. Merci beaucoup. Oui, moi je voudrais aussi remercier nos illustres personnalités qui sont là pour le sens, pour tout ce qu'ils nous ont dit, pour nous motiver davantage. Et le président a dit quel est le sens de notre vie? C'est une question qui nous interpelle. Quand nous voyons ce monde où il y a tous les dérèglements au niveau de la démocratie, au niveau de l'écologie, au niveau de tout ce qu'on peut avoir comme ressources pour avoir une vie digne, vous nous avez nourris par vos expériences. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental pour nous. Parce que ce que nous disons à Emmaüs, et nous l'avons eu pendant les 4 jours que nous avons travaillé à Pirapolis, que le sens de notre vie, nous, à Emmaüs, c'est de dire, nous pouvons. Vous l'avez dit aussi dans vos interventions que nous devons nous prendre en charge. Et ça, c'est quelque chose que nous devons à notre fondateur, l'abbé Pierre, qui, comme Monts des Merveilles, depuis 70 ans que nous nous battons, où on dit que si nous-mêmes ne sommes pas les acteurs de notre développement, ce sera difficile. Et Olivier l'a dit tantôt que ce qui est fondamental, parce que les politiques, que ce soit en Amérique, que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe, excusez-moi, ils sont presque les mêmes. Au moment des élections, on va vous faire ci, on va vous faire ça. Et quand ils sont élus, quelquefois, on se dit, mais est-ce qu'eux-mêmes, ils s'écoutent? Est-ce que c'est l'environnement qui les transforme? Mais nous, à Emmaüs, on a dit non. Il faut que les personnes vulnérables, ceux qui sont dans cette difficulté, ils se lèvent. Pas pour faire la révolution et tout casser, mais à travers leurs pratiques, à travers les solutions, les alternatives qu'ils proposent, qu'ils essaient de sortir de cette situation. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental pour nous. Et c'est ça s'est traduit dans notre premier rapport mondial, où ce que vous avez lu dans le rapport, ça a été bien dit, c'est l'expérience. C'est notre expérience de 70 ans, 50 ans, pour dire que la pauvreté n'est pas une fatalité. La pauvreté, c'est quelque chose que nous-mêmes nous avons imaginé autour de nous, mais nous, à Emmaüs, nous disons que si l'homme est mis premier dans ce qu'il fait, dans cette politique-là, si la politique est faite au service de l'humain, si l'économie est construite au service de l'humain, on peut sortir de cette situation. Donc, moi, au nom d'Emmaüs International, je vous remercie vraiment pour cet élan, cet engagement que vous nous donnez. Et je vous rassure, je vous dis, par rapport à ce qui a été dit par le professeur, nous avons été bien accueillis. Nous avons bien travaillé. Nous avons bien mangé. Nous nous sommes bien amusés. Merci à vous et que l'aventure commune continue.
Bueno, muchas gracias por la... Merci beaucoup de votre participation. Avant de délivrer ces résistances, j'aimerais savoir s'il y a des membres du public qui ont des questions à poser. Nous avons deux éminences du continent ici présentes aujourd'hui et peut-être que vous aimeriez saisir l'occasion de vous exprimer. Marie-Joseph, tout au début, Monsieur Mourica a parlé d'une utopie sociale. Pourtant, il a réussi son programme social. Donc, ce n'était pas tant une utopie. Pourtant, notre monde fonctionne sur une autre utopie, qui est le libéralisme. Ce libéralisme qui est fondé sur une théorie qui s'appelle la théorie du ruissellement. Et cette théorie n'est pas dénoncée comme étant une utopie. Donc, la question qui se pose, c'est comment dénoncer cette utopie, la théorie du ruissellement, puisque c'est sur cette théorie du ruissellement où celui qui a la richesse va pouvoir la redistribuer aux plus pauvres, mais elle omet aussi une caractéristique humaine qui est la cupidité. Comment dénoncer cette utopie? Au même titre qu'on a dénoncé l'utopie sociale. Bueno, quisiera que piensen en un decir. J'aimerais que vous pensiez à ce qu'on dit dans mon pays. Aucun lâche ne s'est sauvé en volant. C'est-à-dire que le monde dans lequel nous vivons et le monde que nous avons, c'est le monde auquel nous pourrons contribuer. Avec nos luttes, le néolibéralisme ne disparaîtra pas juste dans le temps, parce que le temps passe. Il s'agit d'une construction également. C'est une construction faite par les êtres humains et ce sont les êtres humains qui devront déconstruire ce système. Et c'est ce que nous tentons de faire. Il y a énormément de mouvements sociaux. Tout n'est pas perdu. Mais tout n'est pas gagné non plus. Il n'y a qu'un horizon d'engagement et de lutte qui devant nous. Et cela dépendra de l'effort collectif que nous saurons réunir. Cela dépendra de nos individualités, de nos rêves, de nos engagements. La vie m'a appris que nous, les êtres humains, avons une énorme capacité à rêver. Et nos rêves sont bien plus longs que notre vie. Toute lutte doit nécessairement créer de nouveaux combattants qui poursuivront nos rêves. Parce que il en est ainsi. Les choses sont ainsi. On ne mettra pas fin à l'injustice humaine par magie du jour au lendemain. Et nous n'arriverons jamais à une société parfaite sans commencer par la base. Mais c'est une bataille digne, c'est une belle bataille qui pourra se faire si beaucoup de membres d'Emmaüs et beaucoup de communautés Emmaüs et beaucoup de personnes qui luttent et d'organisations sociales et beaucoup de femmes qui se battent pour l'égalité. Et il ne faut pas se taire et parfois le prix à payer est très élevé.
Mais le miracle de la vie est si beau et en vaut la peine. Et lorsque on dédie nos vies à nos rêves, cela en vaut la peine. Et on peut se regarder dans le miroir sans aucun regret, sans aucune honte, sans sentir qu'on a trahi nos rêves. Et ce pour toujours. Hola. Bonsoir. Je suis Cecilia et je vis dans un quartier donc vulnérable, comme on les appelle. Et en rencontrant des gens d'Emmaüs, j'ai des souvenirs qui me viennent à l'esprit de mon enfance qui étaient très différentes à celle que l'on peut connaître aujourd'hui. Une enfance pour laquelle Emmaüs s'occupait des gens vulnérables, de ces populations. Et je suis ravi qu'Emmaüs continue à être présente dans ces peuples et aussi à cette époque si compliquée. Et je crois bien sûr qu'il est question de pouvoir soutenir toutes ces personnes qui font ce travail si important d'aider les populations, les personnes vulnérables. Les gens d'Emmaüs d'ailleurs qui sont venus dans mon quartier ont été témoins aussi donc, de cette zone d'habitation dite d'urgence. Et que pendant un certain temps, il s'agissait là de territoires délaissés où on a pu justement apporter cette éducation, cet enseignement aux populations. Aussi, je voulais rappeler l'importance qu'Emmaüs continue à être présent dans ces villages, aujourd'hui et demain. Merci à vous. Oui, moi j'aimerais dire deux choses. La première, c'est de donner un écho à ce que nous disait Olivier de Schutter, qui est capital, et que l'abbé Pierre résumait en une phrase, un raccourci comme il avait le secret, en disant qu'avant de vouloir aider les gens, il faut arrêter de leur nuire. Ensuite, je pense que nous devrions aussi nous rappeler les deux niveaux auxquels l'abbé Pierre nous a appelés pour changer les choses. Toujours ce niveau de l'action politique et celui de l'action au ras des pâquerettes. Et si le président Moujlika le permet, je dirais volontiers qu'en matière d'action politique, la situation étant tellement difficile aujourd'hui, je pense que nous devrions, s'il le permet, imiter nos ennemis. C'est-à-dire que nos ennemis qui cherchent la richesse, le pouvoir, ils n'ont même pas besoin de se parler. Ils suivent le même objectif et comme un seul homme, ils s'imposent partout. Nous, en face, dans la société, nous avons 1000 combats, 1000 diversités, toutes aussi justes les unes que les autres. Mais nous avons grand mal à parler d'une seule voix. Et c'est seulement dans le moment où nous pourrons parler d'une seule voix que nous pourrons faire un vrai rapport de force. Et puis au niveau du terrain, je pense que ça se développe de plus en plus avec différents mouvements de toutes sortes. On développe une économie qui
met, on l'a dit, la place de l'homme au centre, et cette économie se développe. Mais je pense aussi que nous devrions aller plus fort encore dans cette économie, parce que l'objectif, c'est qu'elle supplante l'économie qui nous domine, qui fait de nous des esclaves. Et donc, c'est en ne contribuant pas à cette économie de ceux qui nous écrasent, et en construisant nos propres pistes de façon plus ample, que nous pourrons gagner des victoires. Donc, il y a des solutions à trouver à ces deux niveaux, selon moi. Perdón, pero no tenemos más espacio para preguntas. Je suis désolé, mais on n'aura pas beaucoup plus de temps. Merci en tout cas. Et quelle clôture, quelle assemblée nous avons vécu ensemble. Ça a été un plaisir de vous écouter, d'écouter ces échanges. Et je pense que tout ceci va vraiment résonner en nous pendant encore très longtemps. Je dois dire que je suis vraiment ému. Parce que je m'y attendais pas. Maintenant, j'aimerais m'adresser à Nathalie et à Patrick qui vont nous remettre ce petit objet d'outil de résistance électrique qui est un symbole de notre résistance, symbole de nos luttes. Que son muy chiquitas, pero... Là oui, c'est tout petit, hein. Nous avons aussi le rapport d'Emmaüs et le livre de l'abbé Pierre. Bueno, muchísimas de tout cœur, merci beaucoup à toutes et à tous. Vous savez qu'on nous attend maintenant dans la salle dorée pour une conférence de presse. Nous vous remercions pour votre présence. Et s'il vous plaît, sous vos applaudissements, merci beaucoup. Sí, pues sí. Dorado. Ajá. Como quieran. Hola, hola. Ya estamos fuera del programa, felizmente. Mi querido Amauta, quiero decirle que esta yicya es hecha en telar por las mujeres quechuas, chancas de mi región. Y es unisex.
Juste vous dire donc que c'est un symbole, un souvenir de ma région, et c'est un foulard unisexe. Les femmes l'utilisons pour porter nos enfants, mais aussi pour porter des choses. Et pour les hommes, quand ils vont au carnaval, donc ils vont porter leurs enfants les plus grands. Quand ils vont travailler, alors c'est cette manière dont ils portent leur victuailles. Donc c'est pas un symbole féminin, c'est un symbole unisexe. Je pense que c'est vraiment là un vêtement très intelligent pour les gens qui doivent grimper les montagnes. Et en plus, s'il pleut, on ne ressent même pas la pluie. Si d'un coup il se met à pleuvoir très fort, tout simplement vous mettez sur vous et la pluie va glisser sur vous. Ok, j'y penserai. Santé, énergie pour vous. De aquí es más de la oveja. Sí, sí. Claro. Sí, por favor. Muchísimas gracias. Continúa. Hola. Por favor, permanezcan en la sala que todavía no hemos terminado. Merci de bien vouloir rester dans la salle, nous n'avons pas terminé. Ya lo dijo, ya lo dijo. Hola. Hola. Bueno, como ya se escucha, ahí está la melaza, una comparsa de la música típica de Uruguay, pero no cualquier comparsa, una comparsa de mujeres tamborileras, de mujeres bailarinas que tienen la bandera. Nous avons là une compagnie qui ont leur bande, leur drapeau féministe et qui
Elle travaille sur cette culture de la transformation sociale. C'est pourquoi nous avons souhaité inviter cette compagnie des Andes. Aussi, nous espérons que vous apprécierez.